Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Nous sommes passés du coup sur la version 2.93 pour tourner les vidéos. Pas de souci pour ceux qui sont dans les versions antérieures. Bon, faut pas non plus être sur du 2.7, mais jusqu'à 2.8, vous pouvez suivre les vidéos, il n'y a pas de souci. Et inversement, si vous êtes sur la 2.93 et que vous voulez voir les anciennes vidéos, il n'y a pas eu de changement majeur d'interface, donc pas de souci à ce niveau-là. Aujourd'hui, vidéo qui est assez importante sur un modifier qu'on utilise beaucoup. Il s'agit du displacement. Il y aura deux vidéos sur le sujet. Donc il y aura une vidéo aujourd'hui où on va utiliser le displacement en tant que modifier et une autre vidéo où on utilisera cette technique-là directement dans le shader editor. Donc le displacement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est tout simplement quelque chose qui va permettre d'indiquer à Blender ou tout logiciel de 3D, parce que c'est assez répandu, c'est devenu courant d'utiliser cette technique-là, qui va lui indiquer de changer les hauteurs des points en fonction d'une texture. Alors, ça peut paraître compliqué, mais c'est une texture noir et blanc, donc avec une valeur allant de 0, donc du noir à 100%, à 1, du blanc à 100%. Plus vous allez vous approcher des teintes sombres, plus les points vont être attirés vers le bas, et plus vous allez vous approcher des teintes claires, donc du blanc, plus il va tirer vers le haut. Donc ça permet comme ceci d'avoir des variations qui auraient pris beaucoup de temps de le faire à la main, et avec une simple texture, on peut indiquer ça au logiciel, donc c'est très bien. Alors je supprimais le cube de base et on va partir d'un plan, ce sera plus visuel pour vous montrer tout ça. Donc j'ai mon plan, je clique sur le Modifier Properties et je vais rajouter un modifier qui est dans Deform qui s'appelle Displace. Et vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, il va se passer quelque chose d'intéressant. Automatiquement, hop là, mon plan a été monté. Alors il a été monté de combien? De 0,5 précisément. Et ça c'est dû à cette valeur-là de mid-level qui va donner une certaine influence de notre texture pour savoir comment il doit être interprété sur Displacement. Alors je viens de parler de texture, ça c'est intéressant parce que c'est la donnée principale qu'attend Blender quand on utilise du displace. Il le fait par rapport à une texture. Par défaut, vous voyez que là, il n'y en a pas. Donc soit je peux cliquer à gauche pour explorer les textures que j'ai déjà rajoutées dans mon fichier .blend, soit je peux en créer une nouvelle. Donc là, vous voyez, mon fichier est vierge, donc je n'ai aucune texture de créer. Donc je vais cliquer sur New, et là, ça va encore faire autre chose dans la vue 3D. Hop là, je clique sur New, et maintenant ça me le met vers le bas. Pourquoi? Parce que par défaut, Blender, il va créer une texture 100% noire, et du coup, il va nous faire un displacement vers le bas. Donc pareil, je peux changer soit la force pour l'incidence de cette texture, soit le mid-level pour savoir à partir de quel moment il doit considérer que la texture est interprétable, c'est une sorte de threshold. Mais l'information principale, elle se trouve ici. Donc j'ai bien une texture que je vais appeler texture displace, par exemple, et je vais aller là, dans le texture properties, et ici je vais pouvoir créer une texture comme je le souhaite. Mais avant ça, sachez que ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Mais parce que Blender, il attend un certain nombre de subdivisions. Donc ça, c'est un petit peu le côté négatif de cette technique-là. C'est que Blender, il va faire des subdivisions. Il a besoin de subdivisions de maillage pour bouger les points. Là, effectivement, si je fais une nouvelle image, par exemple, du type noise, vous voyez, ce serait censé me faire des variations d'objets. Là, vous voyez que ça me fait quelque chose d'un petit peu bizarre, hein. Ça m'a élevé des points, mais il n'a pas assez de topologie pour le faire. Donc si je passe en mode édition et que je fais plusieurs subdivisions, comme ceci, voilà, un certain nombre, vous voyez que maintenant, ça fonctionne. Donc là, j'ai bien un changement de variation par rapport à la texture. Donc là, j'ai pris du noise, donc c'est très binaire, hein. C'est quasiment 0 et 1, il n'y a presque pas de variation de gris. Mais sachez que si vous prenez par exemple du cloud, où là, vous avez des points sombres, des points lumineux, des variations de gris un petit peu partout, là, ça me donne quelque chose de beaucoup plus adouci. Donc je pourrais faire un clic droit, Sheet Smooth pour voir ça de manière un petit peu plus lisse. Sinon, ce que je vous conseille, c'est par-dessous le displacement, de rajouter un petit subdivision surface, voilà, avec un ou deux niveaux, ça devrait suffire. Et là, vous voyez, on a quelque chose qui est pas mal. Donc, si on revient sur ces paramétrages-là, on a le strength qui est donc la force. Vous voyez, si je mets une force à 0, mais du coup, ma texture va être interprétée comme si elle était grise à 100%, et du coup, on reste au milieu, comme si on avait 0,5. Je peux mettre une force négative pour inverser les tons de blanc et de noir, mais la plupart du temps, on va rester sur du positif, avec une force de 1 par défaut. Le mid-level, vous voyez, ça permet de décaler un petit peu l'influence de la texture de manière globale. En fait, ça va décaler toutes les valeurs. Et du coup, c'est, comme le nom l'indique, le milieu. Hein, c'est une sorte de threshold, donc de seuil de déplacement de la texture. Donc par défaut, 0,5, ça veut dire qu'il va garder les coordonnées de base de mon objet, qui était en 0, et il va faire des plus et moins à partir de ça. Mais vous pouvez le changer, il n'y a pas de souci. Et il y a également le vertex group. Alors ça va être très intéressant, mais d'abord, on va s'intéresser également à ces deux valeurs-là. Donc direction, ça va pas nous intéresser, c'est si vous voulez faire du displacement uniquement sur un axe, soit X, soit Y, soit Z,
Ce que je vous conseille, parce que là si je mets Z, ça paraît pas mal, hein, mais si je fais une rotation, potentiellement des fois, quand je vais appliquer cette rotation-là, ça va faire des choses un petit peu bizarres. Donc ce que je vous conseille, c'est de rester en normal. Comme ça, vous êtes sûr que ça va suivre les normales de votre objet et il n'y aura pas de souci. Ce qui va être intéressant, c'est les coordinates. On a du local, on a du global, on a du object, on a du UV. Voilà. Alors nous, ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est le object. Donc le local, vous voyez, c'est basé sur les coordonnées locales de l'objet. Bon, assez facile à comprendre. Mais maintenant, imaginons que je rajoute un objet de type empty. Voilà, plain axis. Je vais l'appeler displace control. Voilà, comme ceci. Donc prenez l'habitude de renommer, c'est assez important quand vous allez avoir des scènes complexes. Je vais resélectionner mon plan sur lequel j'ai appliqué du displacement, du moins sur lequel j'ai appliqué uniquement un modifieur. D'ailleurs, ne pas appliquer le modifieur, c'est très important. Et là, si je passe en mode édition, vous voyez que j'ai toujours mon plan de base. Donc c'est uniquement un effet qui est généré par le modifier. Je pourrais l'appliquer avec CTRL A, auquel cas ensuite j'aurai vraiment cette forme éditable, mais je vous le déconseille. Et maintenant, dans Coordinate, je vais sélectionner un Object. Et qu'est-ce qui se passe si cet objet, je lui indique que c'est l'empty? Pour le moment, pas grand-chose. Mais maintenant, parce qu'il est aligné en 0, maintenant quand je vais déplacer cet empty, vous voyez, j'ai toute ma texture qui va suivre. En fait, qu'est-ce que ça fait ça? C'est la projection de la texture. D'où le local, d'où le UV par exemple. On peut définir des UV. Mais là, l'avantage, c'est que ma texture, entre guillemets, elle va être snappée, donc elle va être liée à cet empty. Donc je peux faire un rescale, vous voyez, un changement d'échelle avec S. Également un changement de position avec G. Voilà. Donc la hauteur ne va pas changer la taille de mes bosses, entre guillemets, mais la position de la texture, et du coup, ça va avoir une influence. Donc voilà, ça c'est très pratique. Changement d'échelle, comme j'ai dit, également des rotations. Donc ça peut être très intéressant pour faire des petites animations sympas, notamment ce qu'on va voir tout de suite avec une animation d'eau. Donc je vais resélectionner mon plan, et sachez que soit vous pouvez utiliser la force pour baisser un petit peu la taille de ces bosses, de cette influence de displacement, soit avec S et Z, vous pouvez également l'aplatir un tout petit peu. Voilà, donc ça c'est comme vous le souhaitez. Et l'avantage c'est quoi? C'est qu'en temps réel, je peux rechanger ma texture et voir ce que ça donne. Donc je peux retourner ici dans la texture properties. Je veux pas du cloud, je pourrais très bien importer ma propre image. Donc ça peut être intéressant des fois quand vous téléchargez des packs de textures, vous avez une texture displace ou displacement, ça dépend comment ils l'ont nommé, c'est la même chose. C'est juste le verbe et le... Bon bref, c'est juste en fonction de la tournure de phrase, mais c'est la même chose. Vous pouvez le mettre ici directement, voilà. Mais vous pouvez du coup tester un petit peu tout ce qui est proposé par Blender. On a également du wood, qui peut être pas mal si vous voulez faire des sortes de vagues, comme ceci. Et là, pour le coup, je pourrais resélectionner, hop là, mon empty, et faire des petites animations toutes simples, qui sont assez sympas. Donc je vais retourner sur ma texture qui était en cloud, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire une petite animation qui pourrait être bien avec des rochers sur le côté, en utilisant, très important, le weight painting. Vous allez voir comment ça réagit. Donc avant de créer les matériaux, on va faire uniquement le weight paint. Alors comment je fais? Je vais sélectionner mon plan. Et si je retourne ici sur mon modifier properties, je m'aperçois qu'ici, j'ai un vertex group. Un vertex group, c'est quoi? C'est un groupe de points. Ce groupe de points, je peux le définir. Donc je vais aller en haut à gauche et je vais faire du weight paint. J'aurais pu le définir manuellement à la main de manière assez brute, mais l'avantage du weight paint, c'est quoi? Donc avec F, je peux augmenter un petit peu la taille de la brosse. C'est que je vais pouvoir peindre comme ceci, et lui, automatiquement, vous voyez, il me crée une sorte de dégradé. Donc ça passe pas du rouge, qui est du 100%, à du bleu qui est de 0%. On a un léger dégradé, et donc ça, c'est assez pratique. C'est assez pratique, voilà, je peux le faire à peu près comme ceci. Et une fois que j'ai ceci, très bien, je peux retourner en Object Mode. Si je vais ici, dans mon Object Data Properties, il m'a bien créé un groupe. Donc je peux l'appeler groupe Vertex. Comme ça, on s'en souvient. Toujours prenez l'habitude de nommer les objets ou les outils. Et je retourne dans le modifier Properties. Et maintenant, dans Vertex Group, je peux cliquer dessus et cliquer sur le groupe Vertex. Et là, vous voyez qu'il m'a fait ceci. Donc moi, je voulais l'inverse, mais c'est pas très grave. On voit que déjà, la peinture fonctionne. Au milieu, j'ai pas de displacement et sur le bord, je n'ai. Vous voyez que si je déplace ça, ça déplace uniquement sur le bord. Donc ça pourrait être intéressant pour faire le bord d'une rivière par exemple, le bord d'un chemin, avec du chemin qui au milieu est assez plat, puis sur le bord des petites variations de terre, comme si quelqu'un était passé. Voilà, vous avez plein de possibilités avec ça, donc je vous offre les outils et essayez de les utiliser comme vous le souhaitez. Là, la seule limite, c'est votre imagination. Si vous êtes trompé comme moi quand vous avez peint votre objet et qu'en fait vous voulez sélectionner l'inverse, plutôt
que refaire une peinture ou lui indiquer comment l'inverse. Directement ici dans Vertex Group, vous voulez l'inverser. Si vous cliquez sur Invert, hop là je clique dessus, vous voyez, ça inverse ce groupe. Donc ça c'est très pratique. Et vous voyez là j'ai ceci. Donc ça fonctionne très bien. Donc ça pour faire une petite animation de rivière en fond de plan par exemple qui se voit pas trop parce que sinon on va voir que c'est du faux. Ouais. Mais vraiment en travaillant un petit peu la texture et tout, vous pouvez obtenir des choses vraiment pas mal. Donc je peux réduire ça considérablement. Voilà par exemple comme ceci. Ça baisser un petit peu sa hauteur. Voilà comme ça. Je vais aller dans le Shader Editor. D'abord, Display Material Preview, très important. Shader Editor, New. Et je vais tout simplement lui indiquer que je veux de la transmission avec très peu de roughness. Comme ça, j'ai vraiment quelque chose avec des reflets. Et là, vous voyez, ça me permet d'obtenir quelque chose qui pourrait être convaincant hein, en fond. Voilà, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Donc, vous pouvez même faire des variations ici d'échelle pour vraiment avoir une impression comme si de l'eau coulait. Donc ça, c'est la première utilité. Et je voulais également vous montrer que grâce à cet outil-là, on peut facilement générer des objets comme des rochers. Imaginons qu'on va y mettre des rochers sur le côté de cette rivière. C'est très facilement réalisable. Je vais avec Shift A rajouter un nouvel objet. Donc Mesh Icosphere. Voilà. Je vais rajouter un modifier de type Displace sur celui-ci. Pareil, New, pour créer une nouvelle texture. Je ne vais pas utiliser l'ancienne. Là, ça va être propre au rocher. Et je vais créer une texture. Donc là, il y en a de différentes possibilités. Je vais mettre par exemple du Voronoi. Voilà, vous savez que j'aime bien cette texture-là. Non, pardon, du Musgrave. Voilà, ça donne ceci. Pas très convaincant, mais maintenant, par-dessous, on va rajouter du Subdivision Surface. Voilà, un niveau de 2, Shade Smooth. Et là, de suite, vous voyez que je peux obtenir des formes assez sympas, très rapidement réalisées, et qui peuvent nous faire penser à du rocher. Vous voyez, si je me mets en vue solide, ça peut être un rocher assez convaincant. Bon, il faudrait faire des matériaux et tout. Et en plus, l'avantage, si vous voulez pas vous embêter, là, si je le duplique, il va dupliquer exactement le même rocher. Donc, c'est un petit peu gênant. Imaginons qu'on va rajouter un côté un petit peu aléatoire sur ceci. Mais je vais faire comme tout à l'heure. Je vais rajouter un autre empty. Voilà. Que je vais mettre par exemple ici. Et celui-là, c'est le référent de mes rochers. Je vais sélectionner ce rocher-là. Ici, dans Coordinate, je vais me mettre en Object, sélectionner cet objet type empty. Et du coup, là, l'avantage, c'est quoi? Bon, je pourrais faire une petite rotation, voilà, comme ceci, pour obtenir la forme que je veux. L'avantage, c'est que quand je vais prendre ce caillou et que je vais le dupliquer, ben, automatiquement, vous voyez, il va me régénérer une forme différente. Donc cet empty-là, je peux le mettre à peu près là pour qu'il ait une bonne influence. Mais vous voyez, je suis sûr du coup d'avoir des rochers qui vont tous être différents en termes de forme, en termes de taille, donc ça je peux l'ajuster comme je souhaite, mais grâce à cet empty-là. Donc je pourrais réduire un petit peu sa taille pour avoir un petit peu plus d'influence, voilà comme ceci, et là vous voyez qu'on a des rochers qui commencent à être pas mal. Et je pourrais du coup en mettre sur tout le bord de ma rivière. Bon là il va y avoir forcément des pénétrations à ce niveau-là parce que je le fais très rapidement, mais si on veut le faire de manière plus précise, ça fonctionne très très bien, et ça permet d'avoir un résultat assez convaincant. Je peux pareil le dupliquer de l'autre côté. Et le fait d'utiliser un empty, donc j'espère que vous avez bien compris, ça permet de donner un côté aléatoire. Parce que le référentiel du coup va se déplacer. Enfin, le référentiel va rester fixe. Mais moi je vais déplacer mes cailloux. Et du coup, on a bien quelque chose qui va être aléatoire. Voilà. Donc là je pourrais mettre hop là, des petits rochers comme ceci. Et si je repasse en preview, voilà ce que ça donne. Donc ça peut donner un effet vraiment sympa pour faire une petite animation. Donc bien évidemment, il faudrait rajouter des matériaux. Mais vous voyez, le fait d'avoir displacement, ça va même faire monter un petit peu l'eau sur le bord des rochers. Donc ça peut être vraiment bien. Donc voilà, le displacement, s'il faut retenir quelque chose, c'est une texture 2D. Pardon, pas 2D, enfin, effectivement 2D. Alors on a de l'UVW, c'est un petit peu plus complexe pour faire du displacement avec des courbes par-dessus, mais ça c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est une texture en noir et blanc avec du coup une information de grayscale, comme on appelle en 3D. Donc ça va être une information qui va être convertie de couleurs, entre guillemets, noir et blanc, en valeur numérique. Donc tout ce qui est noir, ça va l'attirer vers le bas, tout ce qui est blanc, ça va l'attirer vers le haut. Et ça permet du coup d'avoir des variations sur notre objet en temps réel. Donc le process, il est très simple. Je prends un objet, je dois lui rajouter de la subdivision. Donc soit je le fais à la main, soit j'aurais pu rajouter directement un subdivision surface par-dessus le displace. Ça marche également. Et ensuite, je peux lier ça à un objet
et effectuer des translations pour avoir un déplacement du displacement. Et ça permet de modéliser plein de choses. Je vous ai montré là par exemple cette rivière, mais je pourrais très bien modéliser une chaîne de montagnes avec ça. Voilà, je fais un truc qui ressemble à ça. Bon, il faudrait d'autres matériaux, ouais, mais ça pourrait très bien gérer une chaîne de montagne. Et l'avantage, c'est que si vous avez une texture, voilà, si vous avez déjà une idée des reliefs que vous voulez sur un objet, mais vous pouvez très bien faire votre texture en noir et blanc, par exemple avec Photoshop ou avec tout autre logiciel de graphisme, l'importer dans Blender et lui, il va l'interpréter pour faire des reliefs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine fois, on verra la même technique dans le Shader Editor. Et du coup, c'est quelque chose qui est calculé au moment du rendu. Là, vous avez également possibilité de le masquer dans la vue 3D pour éviter d'avoir ce displacement et de le calculer uniquement lors du rendu. Donc, je vous déconseille d'appliquer ce modifier, sinon vous n'aurez plus la main sur tout ce qui est dynamique avec l'empty et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez appris des choses. On se retrouve très vite pour la suite de la formation. En attendant, vous avez comme d'habitude dans la description les réseaux sociaux, le Twitch sur lequel je suis en live tous les soirs, le Discord si vous voulez poser vos questions. Et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation. Ciao.